Est-ce que quelqu'un ici a déjà lu Cavalerie rouge d'Isaac Babel? Non. Oui. Non. Lui, il a lu, c'est vrai. Bon. Comment? Terrible. Oui, c'est terrible, mais c'est vraiment une œuvre très remarquable. Alors, qui, je trouve, mérite qu'on la regarde de près. En même temps, avec le sentiment très frustrant de ne pas accéder au texte, parce que même en consultant plusieurs traductions, comme on a pu faire, le texte russe reste à distance. Or, c'est une œuvre d'un très grand prosateur, et finalement, la prose, c'est encore plus, à certains égards, c'est encore plus particulier, consubstantiel à une langue que la poésie presque, parce que là, faudrait sentir la sonorité de la langue, les assonances, les heures, le rythme, la prosodie de la prose, on peut dire, et ça nous échappe. Mais bon, néanmoins, je pense que ça valait la peine de regarder le texte à travers une traduction. Alors, il y en a 3, et je crois qu'on est d'accord pour dire que la première parue en français, celle qui est parue très peu de temps après la parution en Union soviétique, celle de celui qui signe Maurice Paris-Janine. Cette traduction est d'une très grande qualité. Alors, voilà, c'est que j'ai oublié mon cahier bleu. C'est ça. Donc déjà, c'est très mauvais. Oui, parce que ce matin, j'ai voulu... Maurice Paris-Janine est un pseudonyme. Alors là, j'ai plus les papiers qui donnent son vrai nom. C'est un type qui, comme un certain nombre de Français, comme beaucoup de gens en Occident, en France, en Belgique, se sont passionnés pour le mouvement bolchevique. Il n'y a pas simplement pour la révolution russe telle qu'elle s'était manifestée en février, cette révolution démocratique qui a instauré des institutions, une Douma, une assemblée, des élections, mais le mouvement insurrectionnel d'octobre ou début novembre selon les calendriers, qui, sous la conduite de Trotsky, a pris la décision militaire, en quelque sorte, de prendre le pouvoir à Saint-Pétersbourg et de permettre à Lénine de fonder ce nouveau pouvoir qui se voulait la suite de la Commune de Paris et le pouvoir prolétarien qui allait bouleverser la Russie de fond en comble, pouvoir qui, comme vous savez, sous le nom de Union soviétique, à partir de plus tard, s'est imposé en Russie jusqu'en, je sais pas combien, 90, 91, enfin assez longtemps. Alors, ce pouvoir, malgré la violence avec laquelle il intervenait, répondait à ses espoirs très profonds issus du peuple russe, l'espoir de la paix, l'espoir de la terre, l'espoir d'une vie meilleure, et tout cela s'exprime dans la prose d'Isaac Babel. Alors, je reste un peu sur Maurice Paris-Janine. Donc, Paris-Janine, c'est un adjectif russe qui veut dire le Parisien. C'est un surnom, donc il s'appelait pas Paris-Janine. Mais ce type qui avait des sympathies pour le mouvement bolchevique, pour le parti bolchevique et son audace, était en même temps lié à des cercles anarchistes et libertaire, on va dire, de façon générale. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas resté longtemps enrégimenté dans l'atmosphère militaire de la hiérarchie bolchevique et de la façon dont elle imposait des mots d'ordre, des changements de mots d'ordre, des changements d'orientation. Tant et si bien que Paris-Janine, dans cette première édition, comme vous l'avez vu si vous avez lu le texte, fait une grande place, laisse le texte en l'état texte qui fait une grande place à l'œuvre de Trotsky, au rôle que Trotsky a joué dans la Révolution, comme
créateur et animateur de l'Armée Rouge dans ces années-là, de même qu'à Kamenev, qui a joué un rôle, alors que dans les éditions ultérieures en Union soviétique, ces noms étaient soigneusement rayés, celui de Trotsky bien sûr, celui de Kamenev ensuite, et à mesure que ces dirigeants sont devenus anathèmes aux yeux de Staline, et d'autre part, des aspects considérés comme pornographiques ont été effacés. Donc cette traduction de Paris-Janine a l'intérêt de respecter le texte, et d'autre part, je trouve que sans doute les sympathies de son auteur, qui devait s'appeler les choses comme... Non, mais je suis désolé, j'ai oublié le cahier. À cause de ses sympathies révolutionnaires, du fait qu'il n'était pas simplement un suiviste, mais quelqu'un qui écrivait dans un journal qui devait s'appeler Les Humbles, qui était proche du mouvement ouvrier dans ce qu'il a non pas de caporaliste, non pas d'enrégimenté, mais de bouillonnant, attentif au désir d'expression, même fantasque de toutes sortes de gens, un peu les choses que décrivait Rancière dans Le Prolétaire et ses pauvres, je ne sais pas comment ça s'appelait. Non. La nuit des prolétaires. Ouais, la nuit des prolétaires, ouais, je sais pas quoi, enfin c'est bon. Attentif à ça, il respecte et il sent très bien ce qui est caractéristique de ce texte qui, d'une façon étrange, colle à cette équipée sanglante et d'esprit révolutionnaire. Donc, au début de cette jeune république des soviets, donc en 1920, la Pologne de Pilsudski, puis la Pologne était gouvernée par Pilsudski, qui était un militaire épris de la grandeur polonaise, relativement autoritaire, mais enfin qui répondait au patriotisme polonais, au désir des Polonais d'exister après la fin de l'Empire russe, de reconquérir le statut de la Pologne comme État indépendant. Donc Pilsudski a attaqué l'Union soviétique pour des questions de frontières, et là, la décision a été prise. C'est difficile de savoir qui prenait les décisions à cette époque, mais essentiellement par Lénine, par Trotsky, qui étaient les dirigeants de cette époque, et par les dirigeants de l'Internationale d'attaquer cette Pologne réactionnaire, gouvernée par des hobereaux. Et là, on tombe tout de suite dans la phraséologie qui joue un si grand rôle dans les récits de Babel. Et on peut dire que ces combats de l'armée rouge, puisque cette armée s'appelait l'armée rouge à l'époque, elle s'est appelée l'armée rouge, je crois, jusqu'en 1943. Enfin, il y a un moment où Staline a débaptisé l'armée rouge quand il est, à cause de son alliance avec les puissances, les anglo-américains, il appelait l'armée soviétique, mais donc l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée révolutionnaire, en attaquant la Pologne, visait à libérer le prolétariat polonais, voilà, donc à nouveau phraséologie, de l'emprise des militaristes hobereaux et de l'Église, disons, et d'exporter la révolution vers l'Ouest, puisque à cette époque, après l'échec de la révolution allemande et de la révolution hongroise, il y avait quand même, restait encore l'idée que ce pouvoir, un peu comme le pouvoir révolutionnaire de la Révolution française, allait pouvoir unifier le prolétariat mondial, d'ailleurs pas seulement européen. Alors ces combats, il y a une des caractéristiques, c'est que c'est peut-être en Europe, en tout cas, peut-être ailleurs, un des derniers combats opposant deux cavaleries. Et la cavalerie polonaise, qui est bien connue, dont on s'est beaucoup moqué, d'ailleurs cruellement, parce que au moment de l'attaque nazie de 1939, la cavalerie polonaise était toujours là, mais elle avait à faire face à des blindés commandés supérieurement. Et de l'autre côté, une cavalerie, la première armée, qui a été constituée progressivement du côté soviétique, à partir en particulier de ces personnages qu'on voit ici, qui sont des Cosaques, qui eux sont mus par un esprit à la fois insurrectionnel et puis un esprit atavique de pillage, de goût de la guerre,
mais qui sont rangés sous les ordres de quelqu'un dont d'ailleurs le destin est raconté dans une des histoires, qui est devenu par la suite donc un chef militaire, puis le chef de la première armée, puis un maréchal respecté de l'armée soviétique, cette fois-ci, Budyonny, qui est resté, lui, a échappé à toutes les purges, n'était pas du tout trotskiste ou suspect de sympathie, comme d'autres maréchaux, comme Tukhachevsky par exemple, qui a été liquidé par Staline. Lui est resté jusqu'au bout, il est mort dans son lit dans les années 50, ou je sais pas, 69, oh la vache, ils sont forts ces types. Mais il y a d'autres personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire des armées soviétiques qui sont présents, comme par exemple Voroshilov qui est là, Kliment Voroshilov qui a été un maréchal important de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale. Bon. Alors donc ça a été un creuset et c'est une armée qui reçoit l'impulsion des ordres incroyablement énergiques de Trotsky qui, comme vous savez, parcourait le front dans son train blindé donnant des ordres, et c'est une armée qui par ailleurs est animée idéologiquement par une presse qui est elle-même embarquée, qui a son siège à divers endroits, une presse révolutionnaire, une presse communiste, mais aussi dans un train, et qui répand partout les tracts, les proclamations des dirigeants qui appellent à la révolution mondiale, puisque c'est le monde qu'il s'agit de libérer, pas simplement la Russie. Alors, c'est dans ce climat qu'Isaac Babel, dont vous avez appris un peu qui était fils de commerçant, qui a fait des études comme il a pu dans la Russie tsariste, avec la difficulté du numerus clausus, puisqu'à cette époque il y avait un numerus clausus pour les juifs, les difficultés de résidence en dehors de la zone dite de résidence où les juifs avaient le droit d'habiter. Mais il était talentueux, après avoir fait des études commerciales diverses. Bon, il s'est mis au service du pouvoir soviétique dans des fonctions, d'ailleurs c'est pas tout à fait clair, parce qu'il n'a pas toujours dit la vérité sur ce qu'il faisait. À un moment, il dit qu'il a travaillé avec la Tchéka, la commission spéciale, c'est-à-dire la police politique, qui joue un rôle important ici, dans ses récits, mais bon, peut-être il se vante un peu, et puis sur les conseils de Gorky, qui était son modèle vivant, je veux dire, à part les modèles du passé qui étaient Maupassant et Flaubert, dont il parle souvent dans d'autres textes, sur les conseils de Gorky, qui lui disait, mais pour écrire, il faut être au contact des choses et pas rester dans son cabinet. Donc, et puis par une espèce d'état de sentiment qui est difficile à sonder, mais qu'on voit à l'œuvre dans ces pages, il s'est joint à cette cavalerie et il envoyait des correspondances à des journaux, divers journaux, sous le nom de Lyotov, qui apparaît dans certaines des nouvelles où le personnage porte ce nom de Lyotov, qui était donc son pseudonyme on peut dire de journaliste, de reporter, d'écrivain en formation et de révolutionnaire. Alors ça c'est un aspect. Lyotov est un pseudonyme d'ailleurs qui a un sens aussi. Lyut, ça veut dire dur, ou enfin féroce, ou je sais pas quoi. Et alors de la part d'Isaac Babel, aller dans la cavalerie rouge, bon, apparemment il savait monter à cheval, il aimait les chevaux, comme les Cosaques, c'est un point qu'il a partagé avec ses compagnons d'armes. Mais d'autre part, c'est un intellectuel. Enfin, la tête de Babel est quelque chose de tout à fait remarquable. Là, il y a une photo. Bon, il avait une grosse tête ronde et des lunettes. Alors, les lunettes jouent un rôle très très important dans ces récits, comme vous avez vu, parce que très fréquemment, les Cosaques se moquent du binoclard. Non, mais tu veux intervenir sur les lunettes. Et donc c'est en tant que binoclard, en tant que porteur de lunettes, vous voyez, un peu comme disons comme si un type à lunettes essayait de survivre à Phnom Penh, enfin, pour prendre un exemple, après la prise du pouvoir par les Khmers rouges, les gens qui avaient des lunettes n'étaient pas extrêmement bien vus, donc lui, il est avec ses lunettes et
son attitude d'intellectuel qui réfléchit, qui comprend les mots, qui lit les articles de Lénine dans la Pravda et qui les comprend, qui est attaché à un reste de l'égalité, il est là et il est là pour écrire. Et il écrit d'ailleurs au milieu des Cosaques à cheval, de la cavalerie, et ses compagnons le voient, commentent cette attitude. D'ailleurs, dans ses récits, l'écrit joue un grand rôle, comme on va le voir sur des exemples, parce que beaucoup de ces Cosaques sont illettrés, mais tous ne le sont pas, et certains écrivent des lettres qui sont rapportées ou inventées, parce que peut-être qu'une des qualités, je trouve, particulières, premières de ces récits, c'est d'essayer de donner une idée, certes, on pourrait dire stylisée ou écrite, de ce que serait la façon de parler, d'écrire de ces combattants sauvages que sont les Cosaques rouges. Oui, un mot sur le titre. Cavalerie rouge, c'est une invention du traducteur Maurice Paris-Janine, ou Voltin, je crois qu'il s'appelait, j'ai oublié son nom exact. Ça s'appelle pas cavalerie rouge, mais con armia, l'armée à cheval. Donc on peut pas dire simplement la cavalerie, parce que la cavalerie c'est pas forcément militaire, mais bon. En tout cas, c'est une trouvaille, cavalerie rouge, c'est vraiment formidable, et il faut la garder. C'est un titre très beau qui montre que ce type, Paris-Janine, était un excellent connaisseur et au fond écrivain. Il a traduit d'ailleurs ensuite d'autres textes. Il a écrit beaucoup d'articles, mais il a traduit des textes de Trotsky en particulier, au moins la deuxième partie de l'histoire de la Révolution russe de Trotsky, qui est un livre tout à fait important, et des interviews très longues de Trotsky, à l'époque où Trotsky, exilé de l'Union soviétique, se trouvait dans une île en Turquie où on lui avait permis de partir, avant que, comme vous saviez, au Mexique, un émissaire de Staline finisse par avoir sa peau. Donc, il a des lunettes, Babel. Mais il y a une deuxième chose dont je parlais pour présenter ça, même si, bonjour, même si vous êtes au courant, il y a un deuxième élément, ou un troisième, ou un quatrième, je ne sais pas, qui est important, c'est que cette campagne se déroule, enfin là il y a des cartes, dans l'édition de l'Âge d'Homme, il y a des cartes qui permettent de s'y retrouver un petit peu. Cette campagne militaire se déroule dans une région de la Pologne, enfin dans des régions de la Pologne, en particulier la Galicie et la Volhynie, dans une région qui est très largement peuplée de juifs. Pour prononcer ce nom, si on peut dire les juifs, on a le droit de le dire. Faut pas se faire... Bon, les juifs. Alors, la Galicie et la Volhynie. J'écris Volhynie au cas où... Non, mais il n'y a rien pour écrire, parce que ici c'est Paris 7, donc c'est un peu particulier. Non, mais ne te casse pas. Mais où tu vas trouver de la craie? Il y a une boîte à craie. Donc je veux dire deux mots des Juifs de Galicie et de Volhynie, si vous permettez, avant qu'on lise tout ça. Là, il y a un bout de papier, oui, qui faut ceux qui n'ont pas de papier, de texte. Comment il va faire? Là, on a la carte. Oui, il y a des cartes. Ça, c'est l'édition de Babel, oui. L'édition Babel de Babel, puisque la collection d'Actes Sud s'appelle Babel. Et donc, il y a des cartes. J'attends une seconde, pardon. Il est courageux, hein. Je peux arrêter ça, peut-être?